Bonjour, je vous présente une résolution du problème. Donc vous avez ici l'arbre, le repère global, petit x, petit y, petit z. Vous avez la jauge collée en P2. Donc notre rosette est composée de trois jauges, une suivant A2, l'autre B2, la troisième C2. A2 est confondu avec x, C2 avec moins z. Et j'ai donc B2 qui est dans le plan A2, C2. La rosette étant collée sur la superficie de la pièce, nous sommes dans un état de contrainte plane. Contrainte plane, ça veut dire que la contrainte est dans le plan qui est tangent au cylindre en P2. Donc, la contrainte suivant Y, sigma grand Y2 est nulle. Donc, Y2 est direction principale. Grand Y2 est donc confondu avec petit y. J'ai donc mon plan principal qui va être composé de grand X2, grand Z2, qui sont les deux autres directions principales. Et ce plan principal contient A2, B2 et C2. Et nous avons l'angle θ2 entre grand X2 et petit x. Regardons ce qui se passe en P3. En P3, cette fois-ci, la normale sortante, c'est grand Z. Donc grand Z3, direction principale, qui est confondue avec petit z. La contrainte suivant Z3 est nulle, contrainte plane. Et nous avons donc en coplanaire les directions principales x3, y3 et a3, b3, c3. On va regarder ce qui se passe en P2. Nous avons mesuré les trois déformations suivant les trois jauges, epsilon A2, epsilon B2, epsilon C2. Chapitre 5, extensométrie, nous permet de déterminer epsilon grand X2, epsilon grand Z2 et θ2, la direction principale. Chapitre 6, loi de comportement, nous allons pouvoir obtenir, sachant que nous sommes dans un état de contrainte plane, on obtiendra sigma grand X2, sigma grand Z2, epsilon grand Y2. Et ce, avec des valeurs numériques, parce que ici nous avons des valeurs numériques. Ce qui nous donne la matrice des contraintes dans le repère principal, sigma grand X2, 0, sigma grand Z2, ce sont des valeurs numériques. Pour mon exemple, je vais supposer que sigma grand X2 est positif, sigma Z2 négatif et θ2 négatif. Le torseur de cohésion de la portion 2 nous a permis, grâce au chapitre 3, sollicitation simple, de déterminer la matrice des contraintes en P2. Attention, c'est la contrainte suivant petit x, petit y, petit z, dans le repère global, petit x, petit y, petit z. En négligeant le cisaillement, nous avons obtenu cette matrice, sigma x, tau xz, tau xz, et sinon que des zéros. Pour pouvoir comparer cette matrice des contraintes avec celle-ci, il va falloir diagonaliser cette matrice. Comme il n'y a que trois composantes, on peut soit diagonaliser, soit utiliser les cercles de mort. Je vais utiliser cette deuxième méthode. Donc j'exprime le vecteur contrainte dans le repère local, nt, ce qui va me donner le premier point d'abscisse sigma x d'ordonnée tau xz, point A1, et le point diamétralement opposé, A2, d'abscisse 0 et d'ordonnée moins tau xz. J'ai les points A2, A1 diamétralement opposés, je trace A2, A1, j'obtiens le centre O2, puis je trace le cercle. Pour passer les contraintes principales, je regarde ici les valeurs numériques. Sigma x2 positif, donc il est là, sigma z2 négatif,
ici, de θ2 négatif, le voilà. Coordonnées du point O2. O2 milieu de sigma x 0, donc sigma x sur 2, et puis 0. Le rayon, j'applique Pythagore, cette distance au carré plus celle-ci au carré, à la racine, ça me donne O2A1. Voici le rayon. J'ai donc sigma grand x2 qui est égal à la coordonnée de O2 plus le rayon. Et pour avoir sigma z2, coordonnée de O2 moins le rayon. J'obtiens un système de deux équations à deux inconnus, les inconnus étant sigma x et tau xz, parce que je connais les valeurs numériques de sigma grand x2 et sigma grand z2. J'obtiens donc sigma x et tau xz. Ceci, c'est issu du point P2. Je refais la même chose en P3. Donc en P3, je vais obtenir sigma x et un taux xy. À l'aide de ces quatre valeurs numériques, je suis capable de déterminer xi, yi, zi. Mon problème est terminé. Voilà.